Je m'appelle Samuel, j'ai 36 ans, et la nuit où j'ai détruit mon mariage a commencé par le tintement des couverts en argent sur de la porcelaine fine et s'est terminé par le bruit d'une gifle qui a résonné comme un coup de feu. Avant de vous raconter comment j'ai fait s'effondrer un empire de plusieurs millions d'euros avec une seule phrase et comment j'ai quitté la femme que je croyais être l'amour de ma vie, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. J'aime toujours voir jusqu'où ces histoires voyagent. C'était un mardi soir, 2 semaines avant l'incident, que la première vraie fêlure est apparue. Mais pour comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, vous devez comprendre qui je suis quand je ne suis pas à la maison. Je travaille comme ingénieur aérospatial principal dans un complexe juste en dehors de Toulouse. Ça a l'air prestigieux, mais mon quotidien est en fait assez calme. Je passe ma vie à regarder des écrans, à surveiller les données de télémétrie pour des satellites de communication. Mon travail consiste à m'assurer que lorsque vous prenez votre téléphone pour appeler votre mère à la Réunion, ou lorsqu'une équipe de secours a besoin de coordonnées GPS pendant un ouragan, le signal est là. C'est un travail de précision. C'est un travail à gros enjeux. Une erreur d'une décimale dans mes calculs, et un équipement d'une valeur de 255 millions d'euros se transforme en déchet spatial. Au bureau, on m'appelle le chirurgien. Mon patron, le docteur Leroux, un homme qui envoie du métal en orbite depuis l'époque d'Ariane 1, me serre la main avec une poigne qui veut dire quelque chose. Quand je prends la parole en réunion, le silence se fait. Les gens prennent des notes. Je suis respecté. Je suis compétent. Je suis un homme qui résout des problèmes dont la plupart des gens ignorent même l'existence. Mais au moment où je pointe à la sortie et que je reconduis ma berline vieille de 5 ans vers la banlieue, j'arrête d'être le chirurgien. Je deviens le mari de Jessica. Ou, aux yeux de ma belle famille, celui qui a un métier ennuyeux. Ce mardi-là, je suis rentré à la maison de bonne humeur. Le docteur Leroux m'avait pris à part pour me parler d'une éventuelle promotion. C'était une énorme avancée, chef de projet principal pour le nouveau contrat du ministère des Armées. Cela s'accompagnerait d'une augmentation significative, suffisamment pour que je puisse enfin arrêter de stresser à propos des mensualités du prêt immobilier qui semblait engloutir 70% de mon salaire. J'ai franchi la porte d'entrée en desserrant ma cravate, prêt à partager la nouvelle. La maison était calme, mais la tension était déjà là. Elle flottait dans l'air comme une odeur de pain grillé brûlé. Jessica, ai-je appelé. Elle était dans la cuisine, frottant furieusement un verre à vin. Jessica est belle, le genre de beauté qui m'a fait bégayer la première fois que nous nous sommes rencontrés à la fac. Mais au cours des 6 dernières années, sa beauté avait pris un côté dur et tranchant. Elle a levé les yeux, sans l'ombre d'un sourire. Pas de « Comment s'est passée ta journée ? Tu es en retard » a-t-elle dit. Il est 18h15, Jess. Je me suis arrêté pour prendre de l'essence. Je me suis approché pour lui faire un bisou sur la joue, mais elle s'est détournée, se concentrant sur une tache sur le cristal. Nous devons aller dîner chez mes parents dimanche. C'est la réunion de préparation pour la fête de leur 40e anniversaire de mariage, a-t-elle dit d'une voix tendue. Et s'il te plaît, Samuel, est-ce que tu peux faire un effort cette fois ? Je me suis figé, la main à mi-chemin de la poignée du réfrigérateur. Faire un effort, Jess ? J'ai aidé ton père à nettoyer tout son garage à la Toussaint l'année dernière. J'ai conduit ta mère à son opération des yeux quand Julien n'avait pas que ça à faire. Tu sais très bien ce que je veux dire, a-t-elle lâché en posant enfin le verre. Ne reste pas assis dans ton coin à parler de satellites et de maths. Intéresse-toi à eux. Et s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, achète-toi un nouveau costume. Julien amène des invités importants et je ne veux pas que tu aies l'air de travailler à l'assistance informatique. Et voilà la comparaison. Le prénom qui hantait notre mariage comme un poltergeist, Julien. Julien est le frère aîné de Jessica. Il a 42 ans, des dents trop blanches, un bronzage trop orange, et une personnalité qui aspire tout l'oxygène de chaque pièce où il entre. Il se qualifie de magnate de l'immobilier. Il conduit un Lamborghini Urus flambant neuf, publie des vidéos sur Instagram sur la juste culture et me traite comme si j'étais son chauffeur. Je suis pressenti pour une promotion, Jess, ai-je dit doucement, en essayant de sauver l'ambiance. Une grosse, chef de projet principal. Elle a cligné des yeux, me regardant avec une sorte de vague désintérêt. C'est bien, samedi. Est-ce que c'est fourni avec une voiture de fonction, ou vas-tu continuer à conduire cette Honda ? C'est fourni avec du respect, ai-je répondu, la voix se durcissant. Et une augmentation de salaire.
Eh bien, tant mieux, a-t-elle soupiré en s'essuyant les mains sur un torchon. Peut-être qu'on pourra enfin refaire la cuisine. Julien vient de claquer 42 000 € dans un système domotique pour chez lui. C'est incroyable, samedi. Tu entres et la maison t'accueille. J'ai ressenti cette oppression familière dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était de l'épuisement. Un épuisement profond, ancré dans mes os, à force de courir une course à laquelle je ne m'étais pas inscrit, contre un type qui trichait. Je suis sûr que c'est génial, ai-je marmonné. Il amène Monsieur Sterling à la fête d'anniversaire, a lâché Jessica, l'air de rien. Je me suis figé. Sterling? Charles Sterling, l'investisseur milliardaire? Oui, a rayonné Jessica, les yeux s'illuminant enfin. Julien l'a convaincu d'investir dans le nouveau projet immobilier en bord de mer. C'est énorme, samedi papa est tellement fier. C'est pour ça que tout doit être parfait. Alors, s'il te plaît, essaie juste d'être impressionnant. Ou si tu ne peux pas être impressionnant, sois juste invisible. Si tu ne peux pas être impressionnant, sois invisible. Cette phrase a résonné dans mon crâne pendant les 2 semaines suivantes. C'était la devise de mon mariage. Je payais les factures. Je réparais les robinets qui fuyaient. J'avais géré l'avocat quand nous avions eu ce litige de limite de propriété avec le voisin. Je faisais les impôts. J'étais les fondations, mais personne ne regarde les fondations. On regarde le lustre. Et Julien était le lustre. Clinquant, cher, et ne tenant qu'à un fil très fin, même si je ne le savais pas encore. La veille de la fête, j'étais dans mon bureau à la maison, une chambre d'amis reconvertie que Jessica menaçait constamment de transformer en espace de méditation, en train de travailler tard. J'avais une pile de dossiers du travail. Nous étions en train d'auditer les polices d'assurance pour notre prochain lancement. L'assurance était garantie par un énorme fonds de pension, la caisse de retraite de la fonction publique et des pompiers. Des trucs ennuyeux pour la plupart des gens, tables actuarielles, évaluation des risques, allocation d'actifs. Mais j'aime les schémas. Je trouve du réconfort dans les chiffres parce que les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne vous disent pas d'être invisible. Je recoupais le portefeuille d'investissement à haut risque du fonds quand un nom est apparu à l'écran, Mercier Développement Group Holdings SARL. J'ai cligné des yeux. J'ai bu une gorgée de café froid et je me suis penché en avant. Mercier. C'est le nom de jeune fille de ma femme. C'est le nom de famille de Julien. J'ai commencé à creuser. Je n'aurais pas dû. Ce n'était pas mon rayon. Mais la curiosité est une malédiction. J'ai épluché les dossiers. Le fonds de pension avait alloué 17 millions d'euros à l'entreprise de Julien pour une zone commerciale à usage mixte en centre-ville. Je connaissais cette zone. Je passais devant tous les jours pour aller au travail. C'était un terrain vague plein de mauvaises herbes, entouré d'un grillage rouillé. Il n'y avait aucune construction. Aucun permis n'avait été déposé. Je me suis adossé à mon fauteuil, le silence de la maison pesant sur mes tympans. Pourquoi un fonds de pension conservateur pour les fonctionnaires investirait-il 17 millions dans un terrain vague appartenant à un type qui avait à peine obtenu son bac? J'ai regardé plus en profondeur. La garantie du prêt était répertoriée comme étant des actifs vérifiés d'une société mère. J'ai suivi la piste des documents. Elle menait à une société écran aux îles Caïmans, puis à une autre au Luxembourg, pour finalement revenir à un garant, Robert Mercier, mon beau-père. Mon cœur s'est mis à tambouriner contre mes côtes. Mon beau-père, Robert, était un dentiste à la retraite. Il avait de l'argent. Certes, il avait une belle maison et un abonnement au golf, mais il n'avait pas les moyens de garantir un prêt de 17 millions d'euros. À moins que... J'ai sorti les registres de propriété de la maison de Robert, puis de son chalet de vacances, puis de ses propres comptes d'épargne retraite auxquels, parce que j'avais fait sa déclaration d'impôt 2 ans plus tôt, j'avais toujours accès dans mes archives. Ils étaient vidés. Tout avait été hypothéqué jusqu'au cou. Ce n'était pas juste un mauvais investissement. C'était un château de cartes. Julien n'était pas un génie. C'était un parasite. Il avait saigné ses parents à blanc pour simuler une solvabilité. Il avait utilisé cette fausse solvabilité pour obtenir un prêt massif du fonds de pension, et utilisait maintenant l'argent des retraites pour payer les intérêts des prêts contractés sur les comptes de ses parents. C'était une chaîne de Ponzi classique, mais avec une variante.
Il volait des pompiers et des professeurs pour payer sa Lamborghini. J'ai eu la nausée. J'ai regardé l'horloge. Il était 2 heures du matin. En haut, ma femme dormait, rêvant de maisons intelligentes et d'impressionner des milliardaires. Elle ne savait pas. Ou peut-être que si. J'ai fermé mon ordinateur portable. J'avais le choix. Je pouvais rester invisible. Je pouvais aller à cette fête, manger les crevettes, sourire aux insultes, et laisser le temps s'écouler jusqu'à ce que la police frappe à la porte. Ou je pouvais me lever. Si tu ne peux pas être impressionnant, sois invisible, avait-elle dit. Eh bien, j'étais sur le point d'être la personne la plus impressionnante de la pièce. Pour comprendre pourquoi la découverte de cette fraude m'a tant frappé, vous devez comprendre l'histoire. Vous devez comprendre la torture lente et insidieuse des 6 dernières années. Ce n'est pas une grosse dispute qui nous a ruinés. Ce fut un millier de petites coupures. Laissez-moi vous ramener au barbecue de l'été dernier, le 14 juillet. Les rassemblements de la famille Mercier sont toujours une mise en scène. Ma belle-mère Martine traite une cuisson de burgers dans le jardin comme un couronnement royal. Il y a un code vestimentaire. Il y a un plan de table. J'étais au barbecue, transpirant à grosses gouttes à travers ma chemise parce que Julien, qui était censé s'occuper du poste, avait décidé qu'il faisait trop chaud et était rentré à l'intérieur pour se faire un mojito. Je retournais 20 steaks, essayant de tous les faire cuire à point, exactement comme Robert les aimait. Julien est sorti sur la terrasse. Il portait un pantalon en lin blanc et des mocassins qui coûtaient plus cher que ma première voiture. Il avait un public comme toujours, quelques cousins et Émilie, la sœur cadette de Jessica. Et, Sam, a crié Julien assez fort pour que les voisins entendent. Ne les brûle pas cette fois. D'accord? J'ai acheté ces steaks dans une boucherie en ville. Du bœuf wagyu, n'en fais pas des palets de hockey comme tu le fais avec tes burgers. J'ai serré les dents. Tout est sous contrôle, Julien. Il s'est approché, faisant tourner son verre. Il m'a attrapé le poignet, levant mon bras pour regarder ma montre. C'était une Seiko, fiable, robuste, pratique. Un cadeau de mon père avant son décès. Regardez-moi ça. Julien a ri en la montrant au cousin. Tu portes toujours cette bombe à retardement, hein? Sam, mon vieux, tu es ingénieur. Offre-toi une Apple Watch ou une Rolex. Ce truc ressemble à un jouet qu'on trouverait dans une boîte de céréales. Les cousins ont ricané. C'était un rire nerveux. Le genre de rire que les gens ont quand ils savent que quelqu'un se comporte comme un connard, mais qu'ils ont trop peur de le dire. Mon père m'a offert cette montre, ai-je dit en retirant mon bras. Ouais, bah, la valeur sentimentale ne donne pas mieux l'heure, s'est moqué Julien. Tu sais, si tu as besoin d'un prêt pour améliorer ton style, demande. Je sais que les temps sont durs pour vous. Les temps étaient durs parce que Jessica avait dépensé 5 000 € pour une retraite de coaching de vie à Bali que Julien avait recommandé. Les temps étaient durs parce que je mettais 15% de mon salaire sur un plan d'épargne retraite tout en remboursant les prêts étudiants de Jessica. J'ai jeté un coup d'œil à Jessica. Elle était assise au bord de la piscine à discuter avec sa mère. Elle l'avait entendu. Je sais qu'elle l'avait entendu. Elle a levé les yeux, a vu mon visage et a simplement fait un petit geste de la main désinvolte. Un geste qui disait, laisse tomber. Ne fais pas de scène. C'était ça, notre dynamique. Julien était l'enfant prodige. Il ne pouvait pas se tromper. Il avait abandonné ses études. Il était trop créatif pour le système universitaire. Il avait trompé sa première femme. Elle ne comprenait pas son ambition. Il avait perdu 42 000 € dans une arnaque aux crypto-monnaies. C'était un preneur de risques, un visionnaire. Moi, j'étais le joueur de soutien fiable. J'étais celui que Robert appelait quand son Wi-Fi tombait en panne. J'étais celui que Martine appelait quand elle avait besoin de quelqu'un pour déplacer des meubles. Mais à table, j'étais la chute de la blague. Quoi que j'ai accompli, Julien avait fait mieux. J'avais terminé mon master. Julien venait de conclure un accord valant des millions, sur le papier. J'avais reçu un prix de sécurité à l'ESA. Julien avait acheté un bateau. Et puis il y avait Laurent. Laurent est le mari d'Émilie. Il est avocat fiscaliste. Un gars discret, les cheveux clairsemés, qui a toujours l'air de s'excuser d'exister. Nous étions le club des exclus. Ce même jour, au barbecue,
Après l'incident des steaks, Laurent m'a trouvé en train de nettoyer la grille. Il m'a tendu une bière fraîche. Il est en grande forme aujourd'hui, a marmonné Laurent en hochant la tête vers la maison où Julien tenait sa cour. C'est un con, ai-je lâché. C'était la première fois que je le disais à voix haute devant un membre de la famille. Laurent a regardé nerveusement autour de lui, puis s'est penché vers moi. Tu sais, j'ai examiné quelques contrats pour lui le mois dernier concernant ce projet de résidence. Ouais. J'ai frotté la grille plus fort. C'était bizarre, samedi. Les sociétés à responsabilité limitée étaient toutes enregistrées à des boîtes postales à Malte. Et le capital initial, il ne venait pas d'une banque. Il venait de fonds de capital investissement. Mais les signatures étaient bâclées. Bâclées comment? Comme. Désespéré. Laurent a pris une gorgée de bière. J'ai essayé de dire à Émilie que nous ne devrions peut-être pas investir l'argent de l'université de nos enfants dans sa prochaine levée de fonds et elle a failli m'arracher la tête. Elle a dit que j'étais jaloux. J'ai arrêté de frotter. Vous avez investi? Laurent a baissé les yeux vers ses chaussures. 8 500 € pour avoir la paix. 8 500 €, envolés. Je l'ai su à ce moment-là, avant même de trouver les preuves plus tard. J'ai regardé Laurent, un homme bien, un père, qui se laissait harceler pour jeter l'avenir de ses enfants dans un fourneau juste pour éviter une dispute. Ce souvenir m'est revenu en mémoire alors que j'étais assis dans mon bureau à 2 heures du matin, fixant les preuves de la fraude aux retraites. Il n'était plus seulement question du fait que Julien soit agaçant. Il n'était plus seulement question de ses insultes sur ma montre. Il volait. Il volait Laurent. Il volait Robert et Martine, même s'ils étaient trop aveugles pour le voir. Et il volait le public. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à mes propres finances. Les disputes sur l'argent étaient constantes. Jessica ne comprenait pas pourquoi nous ne pouvions pas simplement manifester l'abondance. Elle ne comprenait pas que la richesse vient du travail, des intérêts composés ou de la construction de quelque chose de concret. Elle pensait que la richesse était quelque chose que l'on revendiquait comme une place de parking. Je me suis souvenu d'une dispute que nous avions eue 3 mois plus tôt. Pourquoi on ne peut pas aller aux Maldives avec Julien et Hélène, avait-elle hurlé. Ils nous ont invités. C'est gênant de dire non. Parce que ça coûte 10 000 €. Jess, on a un prêt immobilier à rembourser. On doit réparer le toit. Tu n'as aucune vision. Elle m'avait jeté un oreiller. Tu as tellement peur de tout. C'est pour ça que tu es coincé dans le management intermédiaire alors que Julien construit un empire. Un empire de poussière. J'ai réalisé, assis dans cette pièce sombre, que je n'étais pas seulement en colère contre Julien. J'étais en colère contre Jessica. Elle était complice. Peut-être pas légalement, mais moralement. Elle l'encourageait. Elle le validait. Elle vénérait l'autel de son faux succès et y avait sacrifié notre mariage. Je me suis levé et j'ai fait les 100 pas dans la petite pièce. Mon père me disait souvent, Sam, la vérité, c'est comme une ligne de code. Soit ça marche, soit ça fait planter tout le système. Tu ne peux pas négocier avec la gravité. Je négociais avec la gravité depuis 6 ans. J'essayais de prétendre que le haut était le bas, que l'impolitesse était drôle, que l'imprudence était de l'ambition. Demain, c'était la fête, les 40 ans de mariage, la grande scène. Monsieur Sterling serait là. Si je parlais, je détruirais la famille. J'humilierais ma femme. Je mettrais probablement fin à mon mariage. Mais si je restais silencieux, je serais complice de la fraude. Mon nom figurait sur les contrôles de conformité de l'entreprise aérospatiale. Si l'on découvrait que je savais, ou que j'aurais dû savoir, que le fonds de pension sur lequel nous comptions était compromis par mon propre beau-frère, ma carrière serait ruinée. Mon habilitation de sécurité serait révoquée. Je perdrais tout ce pour quoi j'avais réellement travaillé. Le choix était clair. C'était lui ou moi. Je suis allé au placard et j'ai sorti mon costume, le costume de l'assistance informatique. Je l'ai brossé. Il était propre. Il était élégant. Il m'allait parfaitement. Je n'avais pas besoin d'un nouveau costume. J'avais besoin d'une nouvelle vie. Le matin de la fête, l'air dans notre maison était tellement lourd qu'il aurait pu se briser. Jessica était dans une frénésie de préparatifs, agissant comme si nous étions sur le point de rencontrer la reine d'Angleterre. Et non ses parents qui vivaient à 20 minutes de là.
Tu t'es fait couper les cheveux, a-t-elle demandé sans me regarder, tapotant agressivement des coussins décoratifs que nous laissions derrière nous de toute façon. Oui, Jess, j'ai rafraîchi ma coupe et j'ai pris le cadeau. Tu as pensé au grand cru. Il est dans la voiture. Elle s'est enfin tournée vers moi, me scrutant de haut en bas comme un sergent instructeur inspectant une recrue réputée pour faire foirer les choses. Elle a froncé les sourcils en voyant mon costume, le même gris anthracite qu'elle détestait. Je croyais t'avoir demandé d'acheter quelque chose de neuf, a-t-elle dit, sa voix descendant d'une octave. Dangereuse. Je n'ai pas eu le temps, ai-je menti. Le travail était dingue. Les protocoles de lancement du satellite. Toujours le travail, s'est-elle moquée. Bien. Essaie juste de te tenir au fond pendant les photos. Le reflet sur ce tissu fait bon marché. Je n'ai rien dit. J'ai juste pris les clés de la voiture. Profite de la vue pendant que tu le peux, Jess, ai-je pensé. Parce qu'après ce soir, la seule chose que tu regarderas sera une citation à comparaître. Le trajet jusqu'à la propriété de Robert et Martine s'est fait en silence. Jessica a passé tout le trajet à vérifier son maquillage dans le miroir par soleil et à envoyer des textos à Emily. J'ai conduit avec un étrange sentiment de calme. C'est le sentiment que l'on ressent juste avant de tirer le levier lors d'un test de fusée. Le compte à rebours est terminé. Les données physiques sont définies. Tout ce qui se passe ensuite n'est plus de votre ressort. Nous sommes arrivés à la maison. C'est une immense villa prétentieuse dans une résidence sécurisée. Le genre d'endroit avec trop de colonnes et pas assez de cachets. L'allée se remplissait déjà de voitures de luxe. Des Mercedes, des BMW, une Porsche. Et là, occupant 2 places juste devant la fontaine, se trouvait la bête. Le Lamborghini Urus. D'un jaune vif et insupportable. Oh mon Dieu, a halté Jessica, se tenant carrément la poitrine. Il l'a eu. Il l'a vraiment eu. Regarde ça, samedi. C'est ça, la réussite. C'est une voiture, Jess, ai-je dit en garant notre Honda à côté de la camionnette du paysagiste. Tu es juste jaloux, a-t-elle cinglé. Ne gâche pas tout. Nous avons remonté l'allée, la porte d'entrée s'est ouverte, et il y avait Julien. Il tenait une coupe de champagne, portant un smoking avec une veste en velours. Il ressemblait à un méchant dans un mauvais film d'espionnage. L'équipe B est arrivée, a-t-il rugi. Jessica a couru vers lui et l'a serré dans ses bras. Julien, la voiture. Elle est sublime. Peinture personnalisée, s'est-il vanté en faisant un clin d'œil. Elle a probablement coûté plus cher que le salaire annuel de samedi. Il m'a regardé par-dessus l'épaule de Jessica. Ses yeux étaient vitreux. Il était déjà ivre, ou défoncé à son propre ego. Et Sam, joli costume. Tu l'as emprunté aux pompes funèbres? Joyeux anniversaire, Julien, ai-je répondu d'une voix posée. Où sont tes parents? Ils sont à l'intérieur avec Monsieur Sterling. Julien a baissé la voix pour prendre un ton de conspirateur. Le grand patron est là. Écoute, samedi sérieusement, ne te mets pas dans le chemin ce soir. Sterling est de la vieille école. Il ne veut pas entendre parler de ce que tu fais, tes jouets de l'espace. Il veut parler affaires. Je m'en souviendrai, ai-je dit. Je suis passé devant lui pour entrer dans la maison. Le hall était décoré de roses blanches. Il devait y en avoir pour 8500 € de fleurs à elle seule. Un quatuor à cordes jouait dans le coin. Des serveurs circulaient avec des plateaux de blinis au caviar. C'était écœurant. Je savais, grâce à mon audit de fin de nuit, que Robert avait raté le paiement de sa taxe foncière sur cette maison le mois dernier. Je savais que la carte de crédit de Martine avait atteint son plafond. Toute cette fête était financée par la dette. Une dette qui était finalement garantie par l'argent volé des retraites. J'ai vu Laurent debout près du bar, l'air misérable. Il sirotait un whisky. Salut, ai-je dit en m'approchant de lui. Sam, a-t-il hoché la tête, l'air soulagé. Tu as survécu au poste de contrôle à l'entrée? De justesse. La Lambo est jaune. C'est une location, a chuchoté Laurent. Je l'ai entendu parler au téléphone. Un leasing d'entreprise à court terme, mais il dit à tout le monde qu'il l'a payé comptant. Laurent. Je l'ai regardé dans les yeux. Est-ce qu'Émilie est au courant pour les fonds en fiducie? Ceux que ta grand-mère a laissés pour les enfants?
Laurent a pâli. Pourquoi? Vérifie juste le compte lundi. D'accord? Promets-le-moi. Laurent m'a dévisagé, la peur naissant dans ses yeux. Sam, qu'est-ce que tu sais? Pas ici, ai-je répondu. À ce moment-là, un silence s'est abattu sur la pièce. Robert et Martine descendaient le grand escalier. Ils avaient l'air d'appartenir à la famille royale. Martine était couverte de diamants, probablement faux ou empruntés. Robert avait l'air fatigué, son sourire était forcé, mais il saluait majestueusement. Et à côté d'eux, marchant avec une canne et un air d'autorité absolue, se trouvait Charles Sterling. C'était une légende dans le monde des affaires. Un requin. Il avait 70 ans, portant un costume qui coûtait plus cher que ma maison. Il avait des yeux bleus et froids qui balayaient la pièce comme un radar. Julien s'est précipité vers eux. Mesdames et messieurs, l'heureux couple est notre invité d'honneur, Monsieur Sterling. Des applaudissements ont éclaté. Jessica applaudissait si fort que ses mains devaient lui faire mal. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés, en articulant silencieusement, souris. J'ai forcé une grimace. Monsieur Sterling n'a pas souri. Il a juste hoché la tête. Il avait l'air de s'ennuyer. Il avait l'air d'un homme habitué à être la personne la plus intelligente de la pièce, et il n'était impressionné ni par les fleurs ni par le quatuor à cordes. La cloche du dîner a retenti. Nous nous sommes tous dirigés vers la salle à manger. La table était dressée pour 20 personnes. Les marque-places étaient en lettres d'or en relief. J'ai fait le tour de la table pour chercher mon nom. Je l'ai trouvé tout au bout, près de la porte de la cuisine, en face de la fille adolescente d'un cousin qui portait des écouteurs. Julien était naturellement assis en bout de table, à la droite de Monsieur Sterling. Jessica était à côté de Julien. Je me suis assis. La chaise était bancale. Bien sûr qu'elle l'était. Ça y est, ai-je pensé en regardant les serveurs verser le vin. La scène. J'ai glissé la main dans ma poche et j'ai touché le métal froid de la clé USB que j'avais apportée au cas où, mais je n'en avais pas besoin. J'avais les photos sur mon téléphone. J'avais mémorisé les numéros de routage bancaire. J'ai regardé Julien se pencher et dire quelque chose à Monsieur Sterling. Sterling a froncé les sourcils, semblant légèrement agacé. Julien a ri trop fort. La tempête se préparait. La pression atmosphérique chutait dans la pièce. J'ai bu une gorgée d'eau. J'avais besoin d'être sobre pour ça. La première entrée était une bisque de homard. Elle était riche, crémeuse, et avait un goût de cendre dans ma bouche. La conversation au bout pouvoir de la table dominait la pièce. Julien tenait sa cour, sa voix résonnant fort. Vous voyez, Charles, a dit Julien, utilisant le prénom comme s'ils étaient de vieux amis de golf. La clé de ce projet immobilier n'est pas seulement l'emplacement. C'est la synergie. Nous attirons des entreprises technologiques. Nous amenons des commerces de luxe. Ça va être la Silicon Valley de la banlieue. Monsieur Sterling a pris une lente cuillerée de soupe. Et la structure du capital? Vous avez mentionné que vous aviez sécurisé le pré-relais. Affaire conclue, a affirmé Julien d'un geste dédaigneux de la main. Entièrement financé. Mes partenaires sont silencieux mais ils ont les poches très profondes. Nous sommes sursouscrits. En fait, j'ai dû refuser du monde. Je me suis étouffé avec mon eau. Sursouscrit. Il pillait un fonds de pension. Sam, tout va bien là-bas, a lancé Julien. La soupe est trop épicée pour toi? Je sais que tu aimes ce qui est fade. La table a gloussé. Jessica ne m'a pas regardé. Elle fixait Julien avec adoration. Je vais très bien, Julien, ai-je dit en m'essuyant la bouche. Je pensais juste à la synergie. Ne te fais pas mal au cerveau, a souri Julien avec mépris. Donc, comme je le disais, Charles. Le dîner s'est éternisé. Le filet mignon est arrivé. Le vin a coulé à flot. Julien est devenu plus bruyant et plus rouge. Il a commencé à se moquer des gens. C'était son passe-temps favori. Il a fait une blague sur le poids de la cousine Sarah. Il a fait une blague sur la calvitie naissante de Laurent. Et puis, inévitablement, il a tourné ses regards vers moi. Vous savez tous. Julien s'est levé, tapotant son verre avec une fourchette. Je voudrais porter un toast à maman et papa. 40 ans.
C'est un exploit. À leur santé, ont murmuré les convives. Et Julien a continué, ses yeux se verrouillant sur moi. Je veux faire une mention spéciale à ma sœur Jessica pour avoir tenu bon. Vous savez, on dit que le mariage est difficile, mais c'est particulièrement difficile quand c'est vous qui portez le poids mort. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Ce n'était pas une blague. C'était une exécution. Julien, a dit doucement Robert. Assieds-toi. Non, papa. Je suis sérieux. Julien balbutiait légèrement. Je veux dire, regardez samedi. C'est un mec gentil. Il est serviable. Mais franchement, Jessica Mercier mérite un roi, pas un serf. J'ai essayé de lui dire il y a 6 ans. J'ai dit, Jess, ce type est une Honda Civic. Il te faut une Ferrari. Mais elle n'a rien voulu entendre. Il a ri. Un rire cruel et gras. Et regardez où nous en sommes. Sam est toujours en train de gratter du papier à ce boulot gouvernemental. Il conduit toujours cette poubelle alors que je suis sur le point de changer la ligne d'horizon de la ville. Jess, sérieusement? Il n'est jamais trop tard pour passer au niveau supérieur. J'ai un ami, un promoteur de Dubaï, qui vient en ville la semaine prochaine. Célibataire, riche, je dis ça comme ça. Mon sang n'a fait qu'un tour. Il suggérait ouvertement devant toute notre famille et un investisseur d'affaires que ma femme devrait me quitter pour son ami. J'ai regardé Jessica. C'était le moment décisif, le moment où elle allait frapper du poing sur la table et défendre son mari. Le moment où elle dirait, tais-toi, Julien. Sam vaut 10 fois plus que toi. J'ai attendu 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Jessica a baissé les yeux vers son assiette. Elle a pris son verre à vin et a bu une longue gorgée tremblante. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Ce silence a brisé quelque chose en moi. Ce n'était pas mon cœur, qui était fissuré depuis longtemps. C'était ma retenue. La chaîne qui retenait le chirurgien a cédé. J'ai regardé Monsieur Sterling. Il observait la scène avec un regard de dégoût. Il n'était pas dégoûté par moi. Il était dégoûté par le manque de classe de Julien. Mais il n'en savait pas la moitié. Julien, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle a fendu le silence comme un laser. Oh, la Civic parle, s'est moqué Julien en plaçant sa main en coupe derrière l'oreille. Qu'est-ce que c'est, un problème de moteur? Je pense que tu devrais t'asseoir, ai-je répondu en repoussant ma chaise. Avant que tu ne dises quelque chose qui t'envoie en prison. Pardon? Julien a laissé tomber son sourire. Son visage s'est contorsionné en un masque d'agressivité. Qu'est-ce que tu viens de me dire, petit ver de terre? J'ai dit. Je me suis levé lentement. J'ai ajusté mes poignets de chemise. Je me sentais incroyablement calme. Que tes partenaires n'ont pas les poches profondes. Ce partenaire, c'est la caisse de retraite de la fonction publique, et ils n'ont pas investi. Tu as falsifié les documents de garantie en utilisant les comptes d'épargne retraite vidés de ton père pour garantir un prêt frauduleux. L'air a quitté la pièce. C'était comme si j'avais ouvert le sas d'un vaisseau spatial. Sam, a sifflé Jessica en m'attrapant le bras. Assieds-toi. Tu es ivre. Je n'ai pas bu une goutte, Jess. J'ai repoussé sa main. J'ai marché vers le bout de la table. Julien avait l'air confus. Puis furieux. Tu es fou. Papa, appelle la sécurité. Qu'on foute ce malade dehors. J'ai les dossiers, Julien, ai-je dit en m'arrêtant juste à côté de Monsieur Sterling. Je ne regardais pas Julien. Je regardais Sterling. Monsieur Sterling, consultez-vous vos courriels le week-end? Sterling m'a regardé, intrigué. Oui. Je viens de vous envoyer un PDF, ai-je dit. Il contient les numéros de routage pour les 17 millions d'euros qui étaient censés avoir été transférés au Mercier Développement Group. Si vous regardez à la page 4, vous verrez que les fonds ont été immédiatement virés à Apex Holdings aux îles Caïmans. Puis réinjectés pour payer les dettes personnelles de Julien Mercier, y compris le leasing de la Lamborghini jaune à l'extérieur. Sterling a sorti son téléphone. La pièce était pétrifiée. Julien a bondi. Ne regardez pas ça. Il ment. C'est un ingénieur minable et jaloux qui ne sait pas comment fonctionnent les affaires. Sterling a levé une main, une seule,
et Julien s'est arrêté net. Sterling a fait défiler l'écran. Ses yeux se sont plissés. Il a balayé. Il a zoomé. Puis, il a lentement posé le téléphone sur la table. Il a regardé Julien. Ce regard était terrifiant. Ce n'était pas de la colère. C'était le regard qu'un boucher jette à un morceau de viande. Julien, a dit Sterling d'une voix glaciale. Est-ce bien votre signature sur l'autorisation de transfert? Je sais. C'est de la finance créative, Charles. C'est du prêt-relais. J'allais rembourser une fois les préventes réalisées. Julien transpirait maintenant. À grosses gouttes. Vous avez utilisé mon nom, a déclaré Sterling calmement. Vous avez dit au fonds de pension que j'étais co-garant. C'est comme ça que vous avez obtenu ce taux. Je. C'est de la fraude électronique, a affirmé Sterling. C'est de l'usurpation d'identité et c'est un vol fait à ma réputation. Julien s'est tourné vers son père. Papa, dis-lui. Dis-lui qu'on est solvable. Robert était livide. Il se tenait la poitrine. Julien, tu as dit que les comptes étaient en sécurité. Tu as dit que c'était juste une preuve de liquidité. Tu as signé les papiers, papa, a hurlé Julien. Tu les as signés. Chaos total. Robert s'est affaissé sur sa chaise. Martine s'est mise à crier. Hélène, la femme de Julien, s'est levée et lui a jeté son verre de vin. Il s'est fracassé contre le mur. Et puis Jessica s'est levée. Je me suis tourné vers elle. Je m'attendais à la voir choquée. Je m'attendais à l'horreur. Je m'attendais à ce qu'elle court vers moi. Au lieu de cela, son visage était tordu par une haine pure et absolue. Espèce de salaud, m'a-t-elle hurlé dessus. J'ai cligné des yeux. Quoi? Tu as tout gâché, a-t-elle crié d'une voix perçante, pointant un doigt tremblant vers mon visage. Tu as gâché la fête. Tu as gâché l'accord. Comment as-tu pu faire ça à ma famille? Jess, ai-je dit, abasourdi. C'est un criminel. Il volait. Il réglait le problème, a-t-elle hurlé. Il avait un plan. Tu es juste jaloux parce qu'il réussit et que tu n'es rien. Tu n'es rien d'autre qu'un petit homme ennuyeux et misérable. Elle a repris son souffle, la poitrine soulevée. Et puis elle a lancé l'ultimatum. Demande pardon à mon frère tout de suite. Présente tes excuses à Julien pour avoir inventé ces mensonges ou quitte ma maison. Sors. La pièce est redevenue silencieuse. Attendant ma réponse. J'ai regardé Julien qui tremblait, essuyant la sueur de son front. J'ai regardé Sterling, qui m'observait avec un respect nouveau. J'ai regardé Jessica, la femme que j'avais promis d'aimer et de chérir. J'ai réalisé à ce moment-là qu'elle ne m'aimait pas. Elle aimait la stabilité que j'apportais, mais elle détestait la personne qui l'apportait. Elle voulait le style de vie du criminel avec le filet de sécurité de l'ingénieur. Je me suis approché de Julien. Je me suis penché tout près. Je ne suis pas désolé, ai-je chuchoté assez fort pour que tout le monde l'entende. Mais tu le sauras, parce que j'ai transféré cet email à la brigade financière de la police judiciaire il y a 10 minutes. C'était ça, la phrase. Celle qui a détruit 3 mariages. Les genoux de Julien ont lâché. Il s'est littéralement effondré sur sa chaise. Je me suis tourné vers Jessica. Et pour info, ai-je dit d'une voix calme, c'est notre maison. C'est moi qui paie le prêt, mais tu peux la garder. Tu vas avoir besoin de ce bien pour payer les frais d'avocat de ton frère. J'ai pris ma serviette, je l'ai pliée soigneusement, et je l'ai posée sur la table. Joyeux anniversaire, ai-je dit à Robert et Martine, et je suis sorti. Sortir de cette maison a été la chose la plus difficile et la plus facile que j'ai jamais faite. Mes jambes semblaient de plomb, mais ma poitrine était plus légère qu'elle ne l'avait été depuis une décennie. J'entendais les cris reprendre au moment où j'ai fermé la lourde porte d'entrée en chaîne. La voix perçante et paniquée de Jessica. Les gémissements de Martine et le cri sourd et profond de Monsieur Sterling au téléphone, appelant probablement son équipe de requins pour déchiqueter Julien avant que la police n'arrive. Je suis monté dans ma Honda. J'ai démarré le moteur. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit tout droit jusqu'à un motel sur l'autoroute. Pas un hôtel. Un motel. J'avais besoin d'être dans un endroit anonyme.
J'avais besoin d'être dans un endroit où personne ne connaissait le mari de Jessica. Je me suis assis sur le lit bosselé, fixant le mur. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Jessica. 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 Robert. Jessica. Numéro inconnu. Probablement Julien. Je l'ai éteint. Je n'ai pas dormi. Je suis juste resté assis là à me repasser la scène. L'expression sur le visage de Julien quand j'ai mentionné la police. L'expression sur le visage de Jessica quand elle a choisi le criminel plutôt que la vérité. Le lendemain matin, j'ai allumé mon téléphone. 74 appels manqués et un message vocal de Laurent. Je l'ai écouté. Sam, c'est une zone de guerre, mec. Les flics sont venus. Sterling a porté plainte immédiatement. Ils ont emmené Julien menotté à 23 heures. Robert est à l'hôpital. Petite crise cardiaque. Due au stress. Et Jessica. Écoute. Elle dit à tout le monde que tu as piraté les comptes de Julien et planté des preuves. Elle perd complètement la tête. Sam, prends un avocat. Un requin. Je t'envoie un numéro par message. Appelle-le tout de suite. J'ai appelé le numéro. Un avocat, un certain maître Dubois. Je l'ai rencontré 1 heure plus tard dans une brasserie. Dubois était un homme petit et chauve qui ressemblait à un pitbull en costume. Je lui ai tout raconté. Je lui ai montré les dossiers. Je lui ai montré les relevés financiers de mes contributions au mariage par rapport aux dépenses de Jessica. D'accord, a dit Dubois en remuant son café. Voici la bonne nouvelle, vous êtes le lanceur d'alerte. Vous êtes le héros aux yeux de la loi. La mauvaise nouvelle, c'est que votre femme va essayer de vous réduire en cendres. Nous devons demander le divorce aujourd'hui pour altération définitive du lien conjugal. Et ajoutons-y une faute financière de sa part, étant donné qu'elle détournait les biens du couple vers la chaîne de Ponzi de son frère. Elle l'a fait, ai-je demandé, choqué. Nous le découvrirons, a fait Dubois avec un clin d'œil. La procédure de communication des pièces est une chose merveilleuse. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de chaos. L'histoire a éclaté aux informations locales. Puis nationales. Un promoteur local arrêté dans une affaire de fraude au fonds de pension. L'éminent investisseur Charles Sterling victime d'une escroquerie. Il y avait des images de Julien sortant du poste de police. Il ne portait plus son smoking. Il portait un survêtement de garde à vue. Il avait l'air petit. Il avait l'air terrifié. L'enfant prodige avait été terni. Et puis les retombées ont frappé le reste de la famille. Hélène, la femme de Julien, a demandé le divorce 3 jours après l'arrestation. Elle prétendait ne rien savoir, ce dont je doutais, mais elle était assez intelligente pour couper les ponts. Elle a pris leurs enfants et a déménagé à Courchevel. Laurent et Émilie ont été les suivants. Laurent, enhardi par mon départ, a fini par tenir tête à Émilie. Il a exigé de voir les comptes. Quand Émilie a admis qu'elle avait donné à Julien encore 42 000 € de la cagnotte pour les études des enfants une semaine à peine avant la fête, Laurent a fait ses bagages. Il a emménagé dans ma chambre de motel pendant 1 semaine avant de prendre son propre appartement. 3 mariages détruits. Mais la bataille contre Jessica a été la plus sordide. Elle refusait de quitter notre maison. Elle a changé les serrures. Elle m'envoyait des emails m'accusant de violence psychologique pour avoir humilié sa famille. Mais est venu le jour de l'audience pour la séparation des biens. Je suis entré dans la salle. Jessica était là avec son avocat, un ami de la famille qui avait l'air complètement dépassé. Elle avait une mine affreuse. Des cernes sous les yeux. Elle avait perdu du poids. Mon avocat, Dubois, a tout déballé. Les tableurs, les reçus, la preuve que j'avais payé 90% du prêt immobilier pendant 6 ans, la preuve que Jessica avait secrètement retiré 34 000 € de notre compte d'épargne joint pour les virer à Julien au cours des 2 dernières années. La juge, une femme sévère qui n'avait aucune patience pour les bêtises, a regardé Jessica. « Madame Mercier, a dit la juge, est-ce vrai? Avez-vous transféré des fonds communs à une entreprise actuellement inculpée pour fraude? » J'investissais, a pleuré Jessica. C'était un prêt. Il allait nous rembourser le double. C'était du vol, a déclaré la juge. Vous avez volé votre mari pour financer une entreprise criminelle. Le marteau a frappé.
J'ai obtenu la maison. Ou plutôt, j'ai obtenu l'ordre de vendre la maison et de conserver 80% des bénéfices pour récupérer mes pertes. Jessica a gardé sa voiture personnelle et ses dettes de carte de crédit. Elle m'a regardé au moment de quitter la salle d'audience. Je te hais, a-t-elle sifflé. Tu as détruit ma famille. Non, Jess, ai-je répondu, ressentant un étrange sentiment de pitié. Ton frère a détruit ta famille. Je n'ai fait qu'allumer la lumière. Les mois qui ont suivi le divorce ont été calmes. J'ai emménagé dans un appartement chic et moderne en centre-ville. C'était petit, mais c'était à moi. Plus de coussins décoratifs que je n'avais pas le droit de toucher. Plus de mots passifs-agressifs sur le frigo. Je suis allé au travail. Le docteur Leroux m'a convoqué dans son bureau la semaine après que la nouvelle ait éclaté. J'étais terrifié à l'idée d'être renvoyé pour tout ce scandale. Au lieu de cela, il m'a serré la main. Le conseil d'administration est impressionné, a-t-il dit. Vous avez fait économiser des millions au fonds de pension et vous avez fait preuve d'une incroyable intégrité. C'est ce genre d'homme que nous voulons pour diriger le contrat de la défense. J'ai eu la promotion. Mon salaire a grimpé à 155 000 €, plus les primes. Je me suis acheté une nouvelle montre, une Omega. Pas parce que Julien me l'avait dit, mais parce que je voulais célébrer mon propre temps. Mon temps m'appartenait désormais. Mais tout ne fut pas que tour d'honneur. Je me sentais seul. On ne passe pas 8 ans avec quelqu'un sans ressentir le syndrome du membre fantôme quand il est parti. L'idée de Jessica me manquait. L'avenir que je pensais que nous construisions me manquait. J'ai suivi une thérapie. J'ai réalisé que j'avais été un mec gentil dans le pire sens du terme. Je m'étais laissé faire et avais servi de paillasson parce que je pensais que ça m'achèterait de l'amour. J'ai appris que poser des limites n'est pas être méchant, c'est nécessaire. Un mardi pluvieux, 6 mois après la fête, j'étais dans une librairie. Je cherchais un livre sur la mécanique orbitale. J'ai tendu la main vers un titre et une autre main s'est tendue vers le même livre en même temps. J'ai levé les yeux. Une femme aux yeux doux et aux cheveux en bataille me souriait. Désolé, a-t-elle dit. Je ne pensais pas que quelqu'un d'autre lisait ces trucs assommants. Moi, si. J'ai souri. Je suis Samuel. Moi, c'est Audrey, a-t-elle répondu. J'enseigne la physique à l'université. Nous avons pris un café. Nous avons discuté pendant 3 heures. Elle n'a pas posé de questions sur ma voiture. Elle n'a pas posé de questions sur mon empire. Elle m'a interrogé sur les étoiles. Elle m'a posé des questions sur les satellites. Elle m'a écouté. Et quand je lui ai parlé de mon travail, ses yeux ne sont pas devenus vitreux. Ils se sont illuminés. C'est héroïque, a-t-elle dit. Connecter les gens. C'est magnifique. C'était la première fois en 6 ans qu'une femme qualifiait mon travail de magnifique. Pendant ce temps, les rouages de la justice réduisaient Julien en poussière. Monsieur Sterling n'a pas pardonné. Il a témoigné contre Julien. Il a révélé des emails où Julien se moquait du vieux sénile tout en lui volant son argent. Robert a plaidé coupable. Il a écopé de 5 ans pour fraude bancaire, pour avoir signé les faux documents de garantie. À 70 ans, 5 ans, c'est une peine à perpétuité. Julien a eu droit à un procès. Il a essayé de plaider la folie. Il a essayé de me rejeter la faute. Il a essayé de blâmer l'économie. Les jurés n'y ont pas cru. L'audience de condamnation a eu lieu 1 an après le dîner. Je n'étais pas obligé d'y aller, mais j'y suis allé. J'avais besoin de tourner la page. Audrey est venue avec moi. Elle m'a tenu la main pendant que nous étions assis au fond de la salle d'audience. On a fait entrer Julien. Il avait perdu son bronzage. Ses cheveux se clairsemaient. Il ressemblait à un enfant effrayé. Le juge a lu le verdict. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Fraude électronique. Fraude en valeurs mobilières. Usurpation d'identité. 14 ans. De prison ferme. Aucune libération conditionnelle avant au moins 12 ans. Julien s'est mis à pleurer. Il a regardé le public. Il a vu Martine qui sanglotait dans un mouchoir. Il a vu Jessica. Jessica était assise seule. Elle avait l'air plus vieille, plus dure. Elle portait un tailleur bon marché. J'ai entendu dire qu'elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire maintenant,
et qu'elle vivait dans un petit appartement en colocation avec 2 personnes. Les yeux de Julien ont balayé la salle et se sont arrêtés sur les miens. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait crier, mais il s'est juste affaissé. Il avait l'air vaincu. Il savait. Il savait enfin que c'était la Honda Civic qui l'avait fait sortir de la route. Alors que nous sortions du palais de justice, Jessica nous a interceptés. Elle a vu Audrey. Elle a vu la façon dont Audrey me tenait le bras. Elle a vu mon nouveau costume. Audrey m'avait aidé à le choisir. Il était bleu marine, sur mesure et très élégant. Sam, a-t-elle dit. Sa voix était toute petite. Jessica. J'ai hoché la tête. Je voulais juste te dire. Elle a regardé Audrey, puis de nouveau moi. J'ai du mal à m'en sortir, samedi. Le loyer est à payer. Et avec papa en prison, maman est un désastre. Elle demandait de l'argent. Après tout ce qui s'était passé, après les insultes, la trahison, la haine, elle me considérait toujours comme le distributeur automatique, le joueur utilitaire. Je l'ai regardé. Je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni amour, juste de l'indifférence. Je suis désolé de l'entendre, Jess, ai-je répondu. Mais on dirait un problème que ta famille doit résoudre. Je ne fais plus partie de la famille. Souviens-toi, tu m'as dit de quitter ta maison. Mais Sam, s'il te plaît. Elle a tendu la main. Viens, Sam, a dit doucement Audrey en me serrant la main. Nous avons cette réservation, n'est-ce pas? J'ai souri à Audrey. On y va. Nous nous sommes éloignés. J'ai entendu Jessica crier mon prénom, mais sa voix s'est estompée dans le bruit de la circulation urbaine. Quelques mois plus tard, je nettoyais de vieux cartons qui étaient entreposés. J'ai trouvé un vieil iPad de Jessica que j'avais emballé par erreur. La curiosité a été la plus forte. Je l'ai allumé. Je connaissais le code. J'ai ouvert ses messages. J'ai fait défiler l'écran jusqu'aux dates précédant la fête. J'ai trouvé un fil de discussion avec Julien. Julien, j'ai besoin d'un autre virement. Jess, le paiement des intérêts est dû. Jessica, je ne peux pas. Jules, Sam commence à poser des questions sur les économies. Il est méfiant. Julien, fais-le. Une fois l'accord avec Sterling conclu, je te rendrai le double. Tu pourras enfin quitter ce perdant et on t'achètera un bel appartement en ville. Ok, Jessica, je l'envoie maintenant. Mais dépêche-toi. Je n'en peux plus de faire semblant d'écouter ces histoires de boulot ennuyeuses. J'ai fixé l'écran. Elle savait. Elle ne connaissait peut-être pas l'ampleur de la fraude, mais elle savait qu'il était fauché. Elle savait qu'elle me volait. Et elle prévoyait de me quitter au moment où Julien toucherait le gros lot. La culpabilité que j'avais occasionnellement ressentie, m'imaginant peut-être avoir été trop dur, d'avoir ruiné sa vie innocente, s'est évaporée instantanément. Je n'étais pas le méchant. J'étais l'évadé. 3 ans se sont écoulés depuis cette nuit-là. Je suis marié à Audrey, maintenant. Nous avons une petite maison dans les collines, pas un manoir, mais il y a un télescope sur la terrasse arrière. Nous passons nos week-ends à observer les planètes. J'ai de nouveau été promu. Je suis maintenant directeur des opérations. Je conduis une Tesla, pas pour frimer, mais parce que j'aime la technologie. La semaine dernière, nous étions dans un bon restaurant italien en centre-ville. C'était notre anniversaire de mariage. J'ai regardé à travers la pièce et j'ai vu une femme débarrasser des tables. Elle me semblait familière. C'était Émilie. L'ex-femme de Laurent. Elle avait l'air épuisée. Et assise à une table d'angle, mangeant un petit bol de pâtes, se trouvaient Martine et Jessica. Elles ressemblaient à des fantômes. Martine était frêle. Jessica avait l'air amère. Son visage était gravé de profondes rides de malheur. Elles ne se parlaient pas. Elles se contentaient de manger, le regard dans le vide. Je les ai observées pendant un moment. J'ai pensé à aller les voir. J'ai pensé à dire quelque chose, mais alors Audrey a ri à quelque chose que je venais de dire. Son rire était chaleureux et sincère. « Qu'est-ce que tu regardes ?» a demandé Audrey. « Rien », ai-je répondu en me tournant vers ma magnifique femme. « Juste des ombres. » J'ai alors réalisé que la meilleure vengeance n'est pas la colère. Ce n'est même pas la justice, bien que voir Julien en prison ait été satisfaisant.
La meilleure vengeance est une vie bien vécue. La meilleure vengeance est de trouver quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous pouvez apporter. J'ai pris une gorgée de mon vin. Ça avait un goût de liberté. Merci d'avoir été patient et d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Vous êtes géniaux. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et commentez avec le chiffre 1 ci-dessous pour que je sache que vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Cela n'aide pas seulement plus de personnes à découvrir cette histoire, mais cela me dit aussi que mon expérience a signifié quelque chose pour vous. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager.